Mesdames et messieurs les membres de l'équipe de gestion du projet ATFPEN RECAFEM 4, mesdames et messieurs les coachs politiques, coachs éthiques et coachs médias, chers participantes bénéficiaires au programme RECAFEM, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite, au nom de la présidente du Rifonga Bénin, chef de file du consortium WANEP Rifonga, la bienvenue. Permettez-moi de saisir cette occasion pour saluer une fois encore votre engagement à jouer la partition qui est la vôtre aux côtés du consortium Rifonga WANEP, afin qu'ensemble, nous travaillions à hisser la femme à la place d'où elle pourra davantage apporter sa contribution au développement de notre nation. Nous avons pensé que vous aurez, en tant que femme leader engagée dans le militantisme politique, que le code électoral ou la charte des partis politiques, qui sont deux lois, et qui ne doivent pas avoir de secret pour vous. C'est-à-dire que l'essentiel des dispositions de ces deux lois-là, vous devez, dans votre position, les connaître. Chers bénéficiaires, j'espère que vous allez tirer le maximum de cette journée et mettre en pratique les différents conseils et outils de vos coachs pour l'atteinte des résultats. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour renouveler la gratitude du consortium WANEP Rifonga à la coopération suisse pour la précieuse contribution qu'elle apporte depuis plusieurs années à notre pays en vue de la réduction des inégalités de genre. Notre gratitude va également à l'endroit de CARE International Bénin-Togo, mandataire de la coopération suisse qui nous accompagne techniquement sur ce délicat chemin de transformation sociale. C'est sur ces mots, chères femmes leaders, chers bénéficiaires, chers coachs de l'Atlantique et du littoral, chers membres du comité de gestion du projet RECAFEM 4, chers membres du comité départemental du comité RECAFEM 4, que je déclare ouvert cet atelier du vendredi 16 novembre 2018, l'atelier d'appropriation sur la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral, ainsi que l'évolution du processus du coaching des jeunes femmes potentielles candidates que vous êtes. Je vous souhaite une bonne session. Vive le Rifonga WANEP Bénin, vive la coopération suisse, vive CARE Bénin-Togo International, vive le Bénin, vive très femmes jeunes leaders. Je vous remercie. Nous allons, dans un premier temps, parler de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques au Bénin. La présente charte a pour objet de fixer les dispositions générales relatives aux partis politiques. Je vais d'abord demander aux participantes au programme de me dire, pour celles qui en savent quelque chose, qu'est-ce qu'elles savent de la nouvelle loi portant charte des partis politiques au Bénin. Pour avoir un parti politique, on doit avoir 15 000. Le parti doit avoir 15 000 par commune. C'est bon. Pour former chaque parti, il faut 15 fondateurs par commune. Bon, ils ont choisi de mettre les départements. Moi, je trouve qu'il fallait être cohérent et mettre ça au niveau des communes. C'est une réduction des dépenses. Pourquoi ils vont réduire? Pourquoi? L'ancien voulait faire les trucs là-bas, l'ancien voulait dire que nous serons sans et quelques là. Ils ont réduit. Tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques est libre d'être membre fondateur ou d'adhérer au parti politique de son choix. Il est tout aussi libre d'en démissionner. Nul ne peut être membre de plus d'un parti politique. C'est ce que la loi dit. La loi ne dit pas que si
vous travaillez pour Ifonga, vous ne pouvez pas être membre d'un parti politique. Ça, c'est une affaire de convenance personnelle ou d'éthique de l'organisation dans laquelle vous êtes. Il peut arriver que l'éthique de l'organisation elle-même interdise aux membres d'être militants. Mais la loi ne l'interdit pas. Ce que la loi interdit, c'est que ces personnes soient dirigeants ou membres fondateurs. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est bon? C'est bon, mais ce n'est pas toutes les organisations de la société civile. Non. Ceux qui parlent seulement des questions de bonne gouvernance, de démocratie et de l'observation des élections. Donc toute question, toute organisation dont le domaine d'intervention concerne les élections ou l'animation de la vie politique. Mais qui peut fonder, qui peut diriger? Ne peuvent être fondateurs ou dirigeants ou membres d'un parti politique que les personnes remplissant les conditions suivantes. Être de nationalité béninoise. Être âgé de 18 ans au moins. Jouir de ses droits civils et politiques et ne pas avoir été condamné à une peine afflictive ou infamante. Avoir, en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence sur le territoire national. Est-ce qu'un préfet peut être fondateur d'un parti politique? Mais s'il était président d'un parti avant d'être membre. Dernier alinéa. Il est mis en disponibilité. Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et ou sur des objectifs comportant le sectarisme et le népotisme, l'appartenance à une confection, à une philosophie, à un groupe linguistique ou à une région, l'appartenance à un même sexe, à une ethnie ou à un statut professionnel déterminé, l'appartenance à une association de développement ou une organisation non gouvernementale. Si je viens vous dire, allez former partie sur vos femmes là, sur le groupement, dit, nous n'avons pas dit, nous n'avons créé parti, nous avons créé parti, et puis les états militaires, les communes, nous avons formé parti, ça ne se dit pas. Et pourtant, ceux qui viennent dire ça, c'est eux qui ont fait la loi. Ils ont mis ça dedans. Ou bien, on dit l'appartenance à une société de développement ou à une organisation non gouvernementale est interdite. Tu ne peux pas le faire. Donc, moi, par exemple, qui travaille à la Sénat, je ne peux pas être fondateur d'un parti. Je ne peux pas être membre fondateur. Je ne peux pas être dirigeant d'un parti politique. La loi me l'interdit. Aussi, les personnes responsables des organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine de la bonne gouvernance, de la démocratie et de l'observation des élections. Et donc, Marino ne pourra malheureusement pas être membre fondateur d'un parti, autant que les autres membres de Rifonga, de WANEP et des autres associations de la société civile qui interviennent dans les élections et dans la bonne gouvernance démocratique. Pourquoi a-t-on jugé nécessaire de réviser la charte ancienne et d'en faire une nouvelle? Pourquoi, quels sont les articles qui ont amené à faire une charte des partis politiques? C'est quel article? Article 5. Et quelle est la disposition de la Constitution qui donne le droit d'aller faire une loi pour être électeur? Voilà. Je vais donner la parole à Cyprienne pour nous dire ce qu'elle a retenu
de cette première session sur la charte des partis politiques. Merci, monsieur. Ce que moi j'ai retenu, c'est que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne seront pas impliqués dans le... Il y a ceux qui sont impliqués dans l'observation électorale, des gens comme vous ne peuvent pas participer à une élection. Non, je participe déjà à l'élection du fait que je suis agent de la commission électorale. Mais vous ne pouvez pas être membre fondateur. Voilà, membre fondateur et en plus dirigeant d'un parti politique. C'est déjà bien, merci beaucoup. Je sais que désormais la charte des partis a exigé que tous les partis qui sont au Bénin, puisque avant la charte, le ministre intérieur a totalisé 236 partis au Bénin. Mais aujourd'hui, tous ces partis ne doivent plus fonctionner comme ils veulent. Donc ils doivent se retrouver dans un bloc. Sans l'intégration de ce bloc, vous ne pouvez pas lever la main pour dire que je vais à l'élection présidentielle ou qui que ce soit. On a entendu aussi que désormais pour la caution, pour les élections présidentielles, il faut un montant de 270. Voilà, pour la caution, en ce qui concerne les élections présidentielles, il faut une caution de 250 millions. Qui d'autre? Si je ne trouve personne, je vais choisir. Donc ceux qui ne veulent pas que je les choisisse, ils n'ont qu'à tourner d'autres, qui ne me voient pas. Oui, madame. Elisabeth. On aurait appris également que ces partis politiques, il y aura seulement que 3 dans notre pays. Ah oui. 2 pour côté mouvance, un parti pour l'opposition. Donc les petits partis, là, ça les esprits, ils doivent se rallier en ces 3 partis. Donc, par rapport à la nouvelle charte des partis politiques, il ne doit avoir que 3 partis au Bénin. C'est ça, hein? Il ne doit avoir que 3 partis. Donc 2 pour la mouvance et 1 pour l'opposition. Et tous les petits partis là, ils rentrent dedans. C'est ça, hein? Chaque parti doit avoir un siège national et un siège départemental fonctionnel. Dans le code maintenant. Quelles sont les dispositions essentielles de ce code? Nous allons parler de la gestion des élections au Bénin. C'est la Sénat qui s'en occupe. Et donc, non seulement organise les élections, mais désormais assure le suivi et le financement des partis et la gestion du financement public des partis politiques. La nouvelle loi dit que la Sénat compile les résultats certifiés au niveau des arrondissements pour les élections législatives et présidentielles. Qu'est-ce qui se faisait avant? Les coordonnateurs d'arrondissement, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, compilent les résultats au niveau de l'arrondissement, transmettent ça à la Sénat, qui lui fait maintenant une centralisation nationale et donne les tendances en voie d'envoyer à la Cour constitutionnelle. Désormais, dans cette procédure, la Sénat fait ce que nous appelons de l'appurement. Ça se fait à la Sénat. L'appurement consiste à reprendre tout ce que les coordonnateurs ont envoyé et vérifier s'ils n'ont pas entre-temps fait une erreur de calcul dans les additions qu'ils ont faites de voix par rapport à chaque candidat. Si entre-temps, ils n'ont pas mis le suffrage obtenu pour l'un à l'autre. Donc la Sénat fait ce travail-là avant de donner les tendances. Désormais,
la loi interdit à la Sénat de faire ça. La loi ne permet plus à la Sénat de faire l'appurement. La loi lui dit, quand le coordonnateur d'arrondissement fait la compilation au niveau de l'arrondissement, cette compilation doit être certifiée et la certification se fait par les signatures des présidents de postes de vote et des représentants des candidats ou des partis en compétition. C'est tout ce qu'on appelle certification. Au sens de cette loi. Parce que la certification, c'est autre chose aussi. Donc, au sens de cette loi, le fait pour les présidents de chaque poste de vote d'un arrondissement de signer le procès verbal de compilation de l'arrondissement et pour les représentants des partis ou candidats de signer ce document, c'est la certification. Et le procès verbal est fait en sorte que quand le coordonnateur remplit, il remplit par poste de vote. Et donc le président, voici c'est ce qu'il a amené que l'autre a mis. Le représentant du parti, voici c'est ce qu'ils ont vu au poste de vote qui est là. Il signe. Donc c'est la certification ça. Et la loi dit que l'absence de cette signature-là doit être motivée. Ça comporte beaucoup de conséquences, cette certification. Parce que si quelqu'un ne signe pas, on ne peut pas savoir s'il n'a pas voulu signer ou si on l'a empêché de signer ou si les conditions ne lui permettaient pas de signer ou s'il l'a fait lui-même exprès pour invalider ou pour créer un problème de crédibilité par rapport aux résultats de cet arrondissement. Donc, c'est des situations auxquelles le législateur n'a pas pensé, mais que le praticien connaît par rapport à la certification des résultats. Je me suis attardé là-dessus pour vous expliquer ça, pour que vous puissiez comprendre correctement ce que recouvre ce thème de certification et les conséquences que cela peut générer. Donc désormais, quand le coordonnateur finit, la Sénat prend le PV de compilation et va le déposer à la Cour constitutionnelle. Terminé. La Sénat ne fait plus l'appurement. Elle ne regarde plus si ça a été mal fait ou ça a été bien fait. Le jeu est donc à ce niveau. Je ne sais pas si vous avez bien perçu ce que le jeu est à ce niveau. Donc si vous faites un jeu à ce niveau et que ça va à la Cour constitutionnelle, la loi dit que la Cour vérifie la régularité. Si elle n'arrive pas à percevoir ce qui s'est passé là, ça passe. Donc, la CELA compile les résultats certifiés pour les législatives et les présidentielles. Mais pour les communales et municipales, la CELA proclame les résultats. Là, elle ne compile plus les résultats certifiés, elle proclame les résultats définitifs. Désormais, la Sénat n'organise plus les élections locales. La Sénat n'organise plus l'élection des conseillers de village. La loi a soustrait cela de la compétence de la Sénat et dispose que le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, prendra un décret pour organiser la structure qui va s'occuper de cette élection-là. La Sénat dispose d'une autonomie par rapport aux institutions de la République. Elle élabore son budget de fonctionnement et de consultations électorales et le gère. Nous avons 3 niveaux de gestion des élections. Le niveau central, c'est la Sénat. Le niveau qui est le niveau 1. Le niveau 2, c'est l'arrondissement. Entre-temps, les anciennes lois, on avait le niveau central, département, commune, arrondissement. Maintenant,
c'est niveau Sénat, après Sénat, c'est niveau arrondissement. Et au niveau central, nous avons 5 commissaires, plus le secrétariat exécutif permanent de la Sénat. Au niveau 2, niveau arrondissement, nous avons ce qu'on appelle les coordonnateurs d'arrondissement. Et pour les désigner, la loi demande que ça soit pris parmi les magistrats, les greffiers, les administrateurs civils, les administrateurs électoraux, en fonction ou à la retraite. Et le 3e niveau, c'est le niveau poste de vote, qui est le niveau le plus opérationnel. Donc, les membres de poste de vote, la loi demande que le président du poste de vote soit de la catégorie A ou B et que les assesseurs, les 2, soient au moins d'un niveau de baccalauréat. Ça n'a pas changé par rapport à la loi de 2013, je le précise. Ce qui a changé à ce niveau-là, c'est que la loi de 2013 avait prévu ce qu'on appelle le représentant de la majorité de la minorité, qui n'existe plus, qui a été supprimé, parce qu'à l'expérience, on a vu que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, il y a eu des séminaires qui ont porté là-dessus, des recommandations de suppression, et le législateur a suivi les recommandations-là. Ils ont supprimé ce personnel-là, cette catégorie-là. Puisque le législateur a confié une grande responsabilité au coordonnateur d'arrondissement, la loi dispose désormais qu'il est personnellement responsable du contenu du procès verbal de compilation des résultats. Donc on peut le poursuivre directement et personnellement. Cette disposition n'existait pas dans l'ancienne loi. Les résultats doivent être signés par les représentants, je l'ai déjà dit. La somme de signature doit être motivée. Par rapport à la gestion des candidatures, la charte prévoit que tous les partis doivent aller aux élections législatives. Je l'avais dit tout à l'heure. Et donc, les partis sont obligés de présenter des candidats, mais au-delà des conditions ordinaires, être électeur, jouir de ses droits civils et politiques, déposer casier judiciaire, 2 éléments principaux sont nouveaux dans la nouvelle loi. C'est le quitus fiscal des 3 dernières années précédant le scrutin. Donc, chaque candidat pour l'élection présidentielle et pour les législatives doit déposer ce qu'on appelle le quitus fiscal. Dans l'ancienne loi, c'était dit que les candidats doivent donner la preuve être à jour du fisc. Mais au dépôt de candidature, la Sénat n'avait aucun document pour vérifier que le type est à jour ou il n'est pas à jour. Aucun. Et donc on ne peut pas faire cette vérification-là. Désormais, c'est au dépôt de la candidature que vous apportez la preuve que vous êtes à jour, pour qu'on étudie la recevabilité de votre dossier. Il y a aussi la quittance de versement de la caution. L'ancienne loi prévoyait que vous déposez d'abord les candidatures, on vous donne un récépissé provisoire, vous allez payer ensuite la caution, vous revenez et on vous donne un récépissé définitif. Désormais, ce n'est plus ça. Désormais, après le dépôt de candidature, on ne peut ni ajouter de pièces, ni en retirer. On ne peut plus compléter de nom, on ne peut plus supprimer de nom, on ne peut plus faire aucune modification sauf en cas de décès, et c'est quand il s'agit d'un scrutin de liste. Donc, dès que vous déposez, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Si vous savez que vous avez été retenu
déjà à la base, que vous êtes sur la liste, on a déposé, que vous savez que vous êtes sur la liste, vous pouvez aller commencer par travailler. Vous n'aurez plus peur que vous allez travailler et les résultats vont sortir le nom de quelqu'un d'autre. Je connais les cas qui sont sortis comme ça. J'ai suivi la gestion du contentieux pour le compte de la Sénat, la Cour suprême. Je connais, c'est abondant. Ah bon. Donc on a des exemples même dans la salle. Désormais, ce n'est plus possible. Le cautionnement, vous l'avez déjà dit, vous le connaissez, la loi dispose que c'est 10% des frais, du plafonnement des frais de campagne autorisés. Au regard de ce premier module, on peut dire que la meilleure façon d'opiner, c'est d'avoir, de s'appuyer sur les lois, sur les tests. Aujourd'hui, en tant que leader, nous ne devons plus parler dans le vide. Mon impression par rapport au premier volet de notre formation sur la charte des partis politiques explique réellement qu'il y a eu quelques petites innovations. Mais on se rend compte à la fin que nous sommes confrontés à un piège sans fin. Un piège sans fin du fait que certains articles ne nous précisent pas réellement où est-ce que nous allons. Et surtout par rapport à l'article 39 qui nous demande ou qui nous dit réellement qu'il y aura une loi spécifique. Mais cette loi est pour quand? Je vous remercie. Là où ceux qui ne devaient pas gagner gagnent. Parce que normalement même, la Sénat a même fait un effort la dernière fois pour dire qu'il reçoit même les tendances par téléphone. Donc à la centralisation. Dans le nouveau code, on a dit que ce qu'on fait dans les bureaux de vote, on va faire ça là-bas. Ce qui veut dire que les représentants aussi viennent là-bas. On reste à la fenêtre aussi, on centralise devant nous, et on fait les PV comme on a fait là-bas, et les minorités et les majorités signent. Et le coordonnateur d'arrondissement a l'obligation d'afficher une copie et veiller sur ça dans les 24 heures. Mais moi, pour les dans nos listes, on peut faire 24 heures. Je crois que nous y est. Je m'appelle Tojino Degeno Agathe Gema, épouse à Foutou. Nous sommes aguerris. On a été formés, on a été moulés. Et chacune de nous, vous avez entendu tout à l'heure, chacune de nous a dit ce qu'elle peut faire. Et c'est évident que nous pouvons affronter la scène politique. Mon nom est Jocelyne Zinsou. Je suis conseillère municipale à Porto Novo, la capitale du Bénin, depuis 10 ans. Et depuis 3 ans, je suis première adjointe au maire de la ville de Porto Novo. Ce programme a été un programme qui a renforcé, y compris les capacités des jeunes filles et même nous, les coachs qui avions déjà une expérience dans le domaine politique, ça nous a renforcé notre capacité. Nous sommes arrivés à former les femmes, à les reformater, à leur donner ce qu'il faut, c'est-à-dire le bagage minimum qu'il faut pour continuer la route. Là où elles sont prêtes sinon qu'elles sont déjà entrées dans des partis politiques. Elles ont fait leur entrée. Maintenant, il faut suivre, il faut poursuivre. Poursuivre, ça veut dire qu'il faut qu'elles intègrent les structures des partis. Il faut qu'elles arrivent à convaincre pour que la confiance règne entre elles et les dirigeants des différents partis politiques. RICAFEM 4 n'est que l'un des projets, disons le dernier en date, c'est toujours en cours, et par rapport à tout ce que Rifanga a toujours fait depuis toutes ces années. Rifanga est créé depuis 1996 et utilise une approche systémique, c'est-à-dire nous attaquons les problèmes de tous côtés.
pour pouvoir avoir justement satisfaction, atteindre nos objectifs. Notre objectif principal, c'est l'amélioration de la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Alors, nous avons commencé par former les femmes. Dès qu'il y a une élection qui approche, nous renforçons leurs capacités, nous incitons même des candidatures, nous suscitons des candidatures, nous faisons des plaidoyers, nous suscitons des candidatures, nous allons vers les décideurs politiques, nous faisons beaucoup d'activités. Il faut se former par des associations. Vous ne pouvez pas rester en vase clos chez vous et dire qu'un jour, il n'y a pas de génération spontanée en politique.